À la une de cette édition d'information, édition 20h du 10 décembre 2013, hommage à Nelson Mandela et le temps des adieux. Une centaine de chefs d'État, de nombreux membres de gouvernement, des dizaines de milliers de citoyens ont effectué le déplacement du Soccer City Stadium de Soweto ce 10 décembre 2013 pour assister au début des obsèques officielles du premier président démocratiquement élu de la nation arc-en-ciel. Décédé il y a quelques jours, en l'occurrence le 5 décembre 2013 dernier, à l'âge de 95 ans, le héros de la lutte anti-apartheid a bénéficié ce jour des témoignages dignes de sa personnalité. Il sera inhumé à son village natal à Kounou dimanche prochain. Indiscipline dans les rangs du Rassemblement démocratique du peuple camerounais et Paul Biya qui frappe du poing sur la table. Le président de la République et président national du RDPC vient de créer une commission ad hoc pour sanctionner les militants indélicats. Ces membres seront installés le 12 décembre 2013 au palais des congrès de Yaoundé par le secrétaire général du parti de la Flamme Ardente, Jean Kuité. Les motivations de cette sortie du numéro 1 du parti au pouvoir, c'est dans cette édition d'information. Mesdames, Messieurs, merci pour votre fidélité. Merci de toujours choisir de vous informer par le biais de ce canal. Bienvenue au journal. Combien était-il? 100, 150 000. Difficile de toute façon de dire avec exactitude la marée, ou alors d'évaluer avec exactitude la marée humaine qui a pris d'assaut aux premières heures de la matinée de ce 10 décembre 2013, le stade de Soweto pour vivre en direct les adieux du monde à Nelson Mandela. Un stade qui avait accueilli, on se rappelle, en 2010, la finale de la Coupe du Monde organisée en Afrique du Sud et où Nelson Mandela fit sa dernière apparition publique. Pour les détails, retrouvons Daniel Atangana et Serge Tetka. Ce 10 décembre 2013 à Soweto était un jour peu ordinaire. Des dirigeants africains présents au dernier sommet de l'Élysée sur la paix et la sécurité en Afrique, la classe politique française conduite par François Hollande qui avait à ses côtés son prédécesseur Nicolas Sarkozy. Barack Obama était à la tête de la délégation des États-Unis renforcée par la présence des anciens présidents Jimmy Carter, George Bush et Bill Clinton, le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, et la présidente de la Commission de l'Union africaine, Mme Dlamini Zuma, la famille biologique de l'illustre disparu, ses enfants, ses petits-enfants, son épouse Graça Machel, Winnie Mandela, très applaudi pour la circonstance, et la grande famille politique de l'ANC, Cyril Ramaphosa, Thabo Mbeki et Jacob Zuma. Nelson Mandela a réussi le temps de ses adieux à réunir tout ce beau monde, des chapelles politiques différentes, sur un même plateau. Ils ont enterré leur hache de guerre pour unir leurs prières afin que l'âme de Madiba repose en paix. C'était d'ailleurs l'un des principes cardinaux qui ont forgé la personnalité de Nelson Mandela, l'esprit de pardon, de paix et d'unité. Tous les messages délivrés ce 10 décembre 2013 au stade de Soweto ont convergé vers le même sens. La prière œcuménique conduite par le chef de l'église anglicane d'Afrique du Sud a demandé au Seigneur de se souvenir de Madiba par ses actes. Comme Joseph, Mandela a su transcender sa souffrance. Il a tendu la main à ceux-là même qui l'ont fait souffrir. Du général Tandosoulo, Mandela, le porte-parole de la famille, au petit-fils, sans oublier le message de l'Union africaine et celui de l'ONU, le véritable président fondateur de l'Afrique du Sud a été un géant sur cette terre. C'est un miroir qui nous montre ce dont nous sommes capables de faire. Il a démontré que blancs et noirs peuvent vivre ensemble, qu'on peut partager le même repas avec son geôlier. Le discours le plus applaudi a été celui de Barack Hussein Obama. Le président des États-Unis a remercié les Sud-Africains de nous avoir apporté Mandela. Il a présenté Madiba comme le plus grand libérateur du XXe siècle. Nous continuerons à apprendre de cet homme politique adroit, fidèle à sa vision, a-t-il déclaré. Barack Obama a profité de cette tribune pour vilipender ceux qui prétendent être des Mandela, mais ne tolèrent pas le changement. Jeunes du monde entier, inspirez-vous de sa vie, a conclu le président des États-Unis. Dès ce mercredi 11 décembre 2013, la dépouille de Nelson Mandela sera exposée à l'Union Buildings, le siège de la présidence sud-africaine, à Pretoria pour 3 jours de recueillement. Samedi, un avion militaire transportera le corps de Nelson Mandela vers Kounou,
où son inhumation est prévue ce dimanche en présence de nombreux chefs d'État. Et pour être tout à fait complet dans son discours, très suivi par toute la grande assistance, voici une attitude de Barack Obama dans cet extrait sélectionné par la rédaction de CAM 24. C'est difficile de faire l'éloge de n'importe quel homme, de décrire par les mots non seulement les faits et les dates qui font une vie, mais aussi la vérité essentielle d'une personne. Ses joies et ses peines, les moments silencieux et les qualités uniques qui illuminent son âme. Mais c'est encore plus difficile pour un géant de l'histoire qui a mené une nation vers la justice et des milliards de gens autour du monde dans son sillage. Il y a trop de dirigeants qui se disent solidaires du combat de Nelson Mandela pour la liberté, mais ne tolèrent pas d'opposition de leur propre peuple. Ce stade contient des dizaines de milliers de personnes. Mais même une arène aussi grande que le continent africain ne pourrait contenir notre peine aujourd'hui. L'Afrique du Sud a perdu un héros. Nous avons perdu notre père. Le monde a perdu un ami cher, un mentor. Nelson Mandela était bien plus qu'un des plus grands leaders de notre temps. Bien, la fin des obsèques, c'est donc dimanche au village natal de Nelson Mandela, Kono. C'est donc dimanche du 15 décembre 2013, en présence également de nombreux chefs d'État qui ont fait le déplacement de l'Afrique du Sud et qui vont donc y rester jusqu'à cette date ultime. Restons toujours à l'étranger pour parler cette fois de la République centrafricaine avec François Hollande qui est attendu à Bangui après la mort des 2 soldats français. Il faut dire que ces derniers sont tombés au cours du désarmement des éléments de l'ex-rébellion de la Séléka entamée depuis quelques jours. L'essentiel d'actualité internationale, c'est avec la rédaction de C24. Opération Sangaré en RCA, déjà 2 soldats français abattus. L'Assemblée a observé une minute de silence en leur mémoire. 5 jours seulement après l'arrivée de l'armée française, elle a sécurisé la capitale. Pourtant, il y a encore des poches de résistance, notamment les civils musulmans qui restent la cible des chrétiens. Hollande est annoncé ce jour même en République centrafricaine. Policiers manifestants ukrainiens toujours à couteau tiré malgré l'avancée de la diplomatie. Yanukovych, le président, aura la visite de la représentante de l'Union européenne et celle des États-Unis. Le président ukrainien dit craindre pour la stabilité sociale et nationale. Il a d'ailleurs instruit la libération de certains manifestants pour apaiser les esprits. Martine Aubry peut à nouveau se faire du souci. Elle est redevenue mise en examen dans le dossier d'exposition de salariés à l'amiante. Sa mise en examen a été invalidée par la Cour de cassation pour homicide et blessures involontaires pour son implication à l'époque où elle officiait au ministère du Travail. La Cour d'appel de Paris, à travers sa chambre d'instruction, va réexaminer le cas Aubry. Les effets pervers de la crise ne font pas reculer les Français. Ces derniers n'hésitent pas à débourser gros pour s'acquérir un smartphone ou pour Internet. C'était l'un des éléments à l'ouverture de cette édition d'information. On parle de la politique avec l'indiscipline dans les rangs du RDPC et Paul Biya qui vient de frapper du poing sur la table. Le président national du Rassemblement démocratique du peuple camerounais a créé une commission ad hoc pour sanctionner les militants indélicats. Ces membres seront installés le 12 décembre 2013 au Palais des Congrès de Yaoundé par le secrétaire général du comité central du RDPC, M. Jean Cueté. Les détails avec Daniel Atangana et Apollinaire Zobembon. Cette instance disciplinaire, créée le 5 décembre dernier, connaîtra essentiellement des cas d'indiscipline des militants relevés lors du double scrutin du 30 septembre dernier et rendra compte directement au numéro 1 du parti. C'est en vertu des dispositions pertinentes des articles 27, 31 et 32 des statuts du parti et eu égard à la grogne sociale née des investitures optées par le parti au pouvoir à la faveur des dernières élections législatives et municipales
que Paul Biya a cru devoir mettre en place une commission chargée de mettre de l'ordre dans les rangs de son parti. Cette commission, composée de 16 membres, sera chapeautée par le sénateur et non moins ancien Premier ministre Peter Mafane Moussongue. Il sera assisté par 4 vice-présidents, Gilbert Timi Evuna, Yao Aïssatou, Ibrahim Talbamala et Francis Nkwen. Plusieurs membres et rapporteurs ont également été désignés par Paul Biya. Il s'agit entre autres de Jacques Famendongo, Pierre Mokokombonjo, Baba Amadou, Badel Nangandinga, Paul Célestin Ndembiyembe et Christophe Mienzok, pour ne citer que ceux-là. La volonté de procéder aux investitures au détriment du choix des militants à la base est apparue comme la principale source des malheurs du parti au pouvoir. Toute chose qui aura manifestement conduit à la difficile mise en place des consensus souhaités par l'instance dirigeante du Parti des Flammes. Conséquence, de nombreux recours opposant les militants du RDPC à leurs propres camarades du parti ont été reçus à la Cour suprême, défrayant la chronique et étalant au grand jour un échantillon des différences et batailles au sein du parti chez de la Flamme ardente pendant le contentieux électoral. Les cas de Ngoumenzap, Yaoundé 6 et Yaoundé 1, et surtout la perte de contrôle de la commune de Yabassi Centre par le RDPC, victime d'un vote sanction au bénéfice de celui d'Olivier Billet, sont des clichés de ces querelles intestines qui contribuent à affaiblir davantage le parti. Les cas également des conseils de plein droit lors de l'élection des exécutifs communaux où les consignes du président national n'ont pas été respectées ont davantage accentué le courroux du président national du RDPC. Difficile pour le moment de savoir avec exactitude la litanie de sanctions encourues par les éventuelles mises en cause, tant leur identité reste encore inconnue. Il convient néanmoins d'observer pour s'en convaincre que le choix de la transparence comme modèle de gouvernance au sein de cette formation politique, qui n'a pas fait mystère de la mise en place de cette instance disciplinaire, augure des lendemains qui risquent de chanter certains cadres du parti. Sur place au Cameroun, on parle économie avec les bénéficiaires du projet de compétitivité des filières de croissance qui viennent de terminer leur session de formation à Yaoundé. Par celle-ci, ils ont pu répondre à l'urgence des besoins de gestion des ressources des petites et moyennes entreprises du secteur bois. Il est à noter que cette formation arrive elle-même après que la Banque mondiale a permis au Cameroun de négocier pour obtenir de l'Association internationale pour le développement il y a quelques années encore un crédit de 30 millions de dollars, l'équivalent de 15 millions de francs CFA. Alexis Claude Abougou, Donald Anouzoa et Abeti Butiaga nous en disent plus. Ils sont près de 120 personnes, tous opérateurs privés des deuxième et troisième transformations du bois, à bénéficier de cette formation organisée par le projet Compétitivité des filières de croissance. Ce dernier répond à l'urgence des besoins en ressources humaines qualifiées des petites et moyennes entreprises du dit secteur. Il n'y a que au niveau du Cameroun, les gens sont formés sur le tas et d'autres sont formés à l'école, donc dans l'école classique. À un moment donné, c'est un fourre-tout dans le métier à l'extérieur et donc c'est normal de recadrer des choses et de faire des formations. Pour le ministère de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire, maître d'ouvrage, il est question de mettre en lumière une politique assise sur la recherche d'une grande diversification à travers la compétitivité d'un certain nombre de filières présentant un potentiel de création de richesses et d'emplois. Pour la croissance et l'emploi, et cette stratégie a défini clairement comme option l'approche filière pour la croissance. Il faut identifier les filières porteuses de croissance et travailler sur ces filières de manière à ce que les gains de compétitivité qu'on peut en obtenir soient profitables. Ces sessions de formation qui s'achèvent portaient sur 5 modules, à savoir la commercialisation des produits finis en bois et connaissance des marchés, l'affûtage des outils de coupe, l'hygiène, la santé et l'environnement, l'étude des machines et outils à bois et la gestion financière d'entreprises artisanales et des PME. Parlons cette fois du Conseil national de la jeunesse du Cameroun, où on s'achemine vers le bouclage du renouvellement des organes. La commission électorale, sous la supervision du ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civique, table depuis ce 10 décembre 2013 sur la question au Palais des Congrès de Yaoundé. Il faut dire que les tractations électorales engagées dès l'arrivée des délégations la veille se sont achevées, étaient encore en cours, jusqu'à ce qu'arrive le secrétaire général
de ce département ministériel qui a donné véritablement le ton en déclinant les principaux axes de cette élection. Il sera donc question pour la coordination électorale de procéder à la réception des différentes candidatures, une étape déterminante qui précède elle-même celle réservée à la campagne électorale des différentes têtes de liste. L'enjeu de ce scrutin, il faut le rappeler, invite tout de même le bureau sortant à esquisser son bilan succinct des 12 derniers mois passés à la tête de cet organe consultatif. Pour ce qui est donc du président qui sera élu pour conduire aux destinées du Conseil national de la jeunesse pour les prochaines années au Cameroun, on devrait encore attendre, d'autant plus que les tractations sont encore à se poursuivre. Au moment même où nous présentons ce journal, sur Kamzenka, du côté donc du Palais des Congrès de Yaoundé. Parlons cette fois de la vie chère dans la capitale économique du Cameroun avec les délégations régionales du commerce et de l'agriculture, du développement rural pour le littoral qui sont à voler au secours des populations. Et ceci va se passer à partir du 18 au 20 décembre 2013 prochain. Ce sera lors du mini-comice agro-pastoral de la région du littoral. Il est question ici de permettre aux populations de se ravitailler à moindre coût. L'état d'avancement des préparatifs de cette rencontre entre les seigneurs de la terre a été au centre d'une assise ce 10 décembre 2013 entre le délégué régional de l'agriculture et du développement rural pour le littoral et les différents maillons de la chaîne impliqués dans l'organisation de ce rendez-vous. Plus de 500 exposants sont attendus à l'explanade du Club Camtel. C'est dans la périphérie nord de la ville de Douala, plus précisément à Bipanda, pour cette foire agricole qui connaîtrait également la participation des autres départements ministériels, notamment le ministère de l'élevage, des pêches et des industries animales, ainsi que le ministère de l'économie, le ministère des petites et moyennes entreprises. La cérémonie d'ouverture, annoncée pour le 18 décembre 2013, sera présidée par le ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Lazare Essim-Meigné. Voici à présent une attitude du délégué régional en charge de l'agriculture et du développement rural pour le littoral. Belé Soso s'exprime au micro d'Apollinaire Zoubelbon. Au cours de cette réunion, c'était justement pour faire le point sur l'état d'avancement qui, d'une manière générale, s'avance sans problème. En ce qui concerne le site, ce sera le même site qui est vraiment un site bien approprié, c'est-à-dire à Camtel Bipanda. Et par rapport à ce site, les aménagements vont commencer dès demain. Parce que ça devait commencer hier, mais il y a une forte pluie. Donc, dès demain déjà, nous allons commencer à aménager le site, comme on l'a fait l'année passée, avec le même nombre de stands. En ce qui concerne la sensibilisation, elle a commencé depuis, et nos délégués départementaux sont à l'œuvre, et je crois qu'il n'y a pas de problème de ce côté. En ce qui concerne la communication, aussi, vous savez que c'est à partir de cette semaine que nous allons, pour que l'événement soit ancré dans les esprits des uns et des autres. Nous avons donc programmé, on a déjà commencé d'ailleurs. Parlons cette fois de la santé des populations en général et singulièrement celle des couches sociales défavorisées qui restent au centre des préoccupations des pouvoirs publics. C'est dans ce cadre précis que se range l'acte posé ce jour par le sénateur Robert Victor Bassadine à travers un appui financier. Et il a permis à la mutualisation de plus de 300 personnes démunies de Douala 5e. Ainsi, elles pourront bénéficier des soins de santé de qualité à moindre coût grâce à la mutuelle de santé communautaire dans cette partie de la ville de Douala. Reportage Sejtetka Benandokmo. La santé est un droit inaliénable des hommes et celle-ci doit être préservée. C'est fort de ce constat que le représentant du peuple à la Chambre haute du Parlement camerounais a agi. Ceci pour le grand bonheur des veuves, des orphelins et des personnes du troisième âge. Cette couche sociale défavorisée qui a droit à une attention particulière. Nous avons besoin de Camerounais bien portants pour participer à l'émergence de notre pays. Et si beaucoup a déjà été fait par le gouvernement, il reste encore beaucoup à faire et nous devons tous contribuer à cela. Donc le geste, c'est un geste de solidarité déjà du Sénat et du sénateur que je suis. Par le truchement de la mutuelle de santé communautaire, ces personnes vulnérables auront accès aux soins de qualité et à moindre coût, d'où l'invite faite à l'endroit de l'assistance à adhérer massivement à la dite mutuelle. La mutuelle est capitale, que tous se joignent à nous et s'inscrivent à cette mutuelle
qui est un bénéfice pour tous. Ça, c'est notre combat, parce que le président Paul Biya avait dit que tant que ces enfants, ces Camerounais seront malades, il saura que son travail n'est pas terminé. Et ça, c'est des instructions à la décentralisation de la part du créateur de décentralisation, qui est Paul Biya. La couverture sociale étant encore assez faible au Cameroun, il faut accompagner les populations démunies. C'est en cela que l'acte du sénateur vaut tout son pesant d'or, lui qui a associé la municipalité de Douala 5e dans sa quête du bien-être des populations locales. Allons cette fois dans l'administration territoriale avec la région du Nord qui est passée au scanner, et c'était au cours d'une réunion de coordination administrative tenue en début de semaine. Elle était présidée par le gouverneur de la région Joseph Otto Wilson. Cette rencontre a connu également la présence de tous les délégués régionaux, les directeurs des établissements publics que compte cette partie du pays. Les détails avec Giscard Raman-Bounier et Bintou Akoum pour le récit. C'est Figuil, une ville industrielle située à 95 km de Garoua, qui a eu l'honneur de recevoir toute la crème administrative de la région du Nord. Comme il est de coutume, chaque délégué régional et directeur a exposé les détails de sa gestion au cours de l'année qui s'achève. La réunion a ainsi permis au gouverneur Joseph Otto Wilson de la région du Nord de présenter la situation politique, économique, sociale, éducationnelle et sécuritaire de sa région. Malgré les difficultés, le gouverneur reconnaît que le second trimestre de cette année a vu consolider les acquis de la démocratie et de la décentralisation dans sa région. À titre d'exemple, le Nord a réalisé les meilleurs résultats aux dernières élections municipales et législatives. C'est ce qui lui a d'ailleurs valu le titre de meilleure région par le Conseil électoral, notamment en ce qui concerne l'organisation et la conduite du double scrutin dernier. Toutefois, pour éviter des ruptures des stocks, il a recommandé à l'office céréalier de prendre toutes les dispositions nécessaires pour freiner l'exportation des produits vers les pays voisins. Sur le plan éducatif, Joseph Otto Wilson a invité les éducateurs à améliorer les résultats scolaires, tandis qu'au plan sécuritaire, il a promis la poursuite des actions régaliennes de l'État pour assurer la sécurité des biens et des personnes. Il a fini en déplorant les affrontements sanglants de tous bords qui ont conduit aux morts d'hommes. D'ailleurs, a-t-il indiqué, la justice va dire le droit. Et pour qu'on ne parvienne plus à des circonstances aussi fâcheuses, il a invité les populations à une collaboration franche avec les forces de l'ordre en dénonçant toute présence suspecte. La vigilance, a-t-il dit, devra être de mise face aux situations qui prévalent aux frontières camerounaises avec le cas de Boko Haram côté nigérien et la Séléka du côté de la Centrafrique. Les fêtes de fin d'année sont déjà à se profiler à l'horizon et l'heure est donc à la flambée des prix. Les denrées de première nécessité, autres produits alimentaires, rencontrés sur les étals dans les différents points commerciaux et les marchés, ont changé de prix à quelques longueurs de la fête de la Nativité ou de la fin de la Saint-Sylvestre. Les prix pratiqués d'ordinaire ont foutu le camp. Les commerçants dans la région de l'Est vendent plus cher qu'avant. Tout ceci à la grande désolation des consommateurs qui n'ont pas toujours le choix. Roméo Tignan et Enes Tateba nous en disent plus. Des denrées alimentaires et produits de fête revus à la hausse dans ce marché. Les clients broient du noir face aux prix proposés, à l'exemple des vêtements, jouets, chaussures et poissons frais. C'est une habitude annuelle d'assister à la flambée des prix. Les marchandises vendues ici dans les magasins proviennent des villes de Douala et Yaoundé. L'an passé, on portait ceci à 36 000 et on est monté de 36 000 à 40 000 francs. Voilà pourquoi il y a cette augmentation. Vous savez, dans une fête, il doit toujours avoir un poulet, il y a toujours du poulet. Au fur et à mesure, les gens achètent, il y a manque. Ça finit. Et pour ceux qui en ont, nous sommes obligés d'augmenter les enchères. Le prix du poulet de chair a irréversiblement monté depuis le 1er décembre. 3 250 francs ce poulet. Refusé par cette dame, car paraît-il très cher par rapport au poids. Même scénario ailleurs, le plantain qui crée la panique a également subi une hausse de prix. Comme le plantain, il y a quelques-unes qui essaient d'augmenter le prix, mais les mamans qui viennent du village, elles donnent à un prix abordable. Hier, c'était le carburant, aujourd'hui les denrées alimentaires. À quoi s'attendre demain, surtout que pendant cette période, grossistes et revendeurs veulent fructifier les bénéfices.
Avant que tout ne revienne à la normale après le 1er janvier 2014, un marché témoin est annoncé en début de semaine prochaine pour la satisfaction du panier de la ménagère. Bien, c'est donc ici que nous mettons un terme à cette édition d'information. Tout le plaisir sera le nôtre de vous retrouver demain, quand il sera 20h, et ce sera pour la 11e livraison de ce mois de décembre. L'information est en continu sur Canal 4. Bonsoir. Thank you.